dernière que des fonds d'investissement qui étaient co-gérés par Mark Carney ces dernières années avaient été enregistrés aux Bermudes pour permettre aux clients investisseurs de bénéficier d'importants avantages fiscaux. C'est pas illégal de faire ça, mais c'est contestable sur le plan éthique. Selon de nombreux observateurs. Et un de ces observateurs-là, c'est Colin Pratt. Colin est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Bonjour, Colin. Bonjour, Philippe. Alors, Colin, on peut peut-être commencer avec la base. Explique-nous, rappelle-nous ce que c'est un paradis fiscal. Bien oui, pour le commun des mortels, dont toi et moi faisons partie, les auditeurs, auditrices aussi, c'est normal que ce soit compliqué, que la notion de paradis fiscaux soit incompréhensible, intelligible, parce que la première caractéristique d'un paradis fiscal, c'est qu'elle est réservée aux élites, c'est-à-dire les contribuables fortunés qui peuvent se payer d'assez bons fiscalistes pour éviter en toute légalité leur juste part d'impôt. Alors, la mécanique, c'est excessivement difficile à comprendre. Ça fait des années que je m'y plonge, puis juste l'affaire Carnet, là, c'est très compliqué. Alors, dans ce temps-là, ben, le meilleur moyen, c'est de procéder à une image. Le paradis fiscal, il se comprend le plus facilement par l'image d'une route à péage. Une route à péage, on le sait, tous les usagers et usagères sont obligés de payer les quelques dollars qu'on leur demande, c'est la loi. Ben, le paradis fiscal, c'est comme si, parallèlement à ce péage, il y avait une voie de contournement. Et cette voie de contournement, elle est tout à fait légale, mais réservée à ceux qui ont bien de l'argent. Fait que qu'on se promène en voiture, c'est ceux qui auraient des très belles voitures de luxe qui pourraient contourner en toute légalité. Fait que c'est tout à fait paradoxal parce que on s'attendrait à ce que ce soit les contribuables les plus fortunés qui paient le plus d'impôts proportionnellement à leurs revenus. Or, dans le monde, dans notre fiscalité saugrenue dans laquelle on se retrouve, ben, c'est l'inverse. C'est justement les contribuables les plus fortunés, les individus, les particuliers qui ont des grandes fortunes et aussi les grandes entreprises qui jouissent d'un appareil réglementaire, fiscal, qui leur permet d'éviter en toute légalité leur impôt. Donc, ça n'est pas aussi simple, mettons qu'on est au Québec, puis qu'on est québécois, c'est pas aussi simple que de se dire, bon, ben moi, je vais m'ouvrir un compte de banque aux Bermudes, puis je vais faire en sorte que mon revenu ici au Québec, puis mes économies soient transférées dans ce compte-là, puis comme ça, je vais payer moins d'impôts. C'est pas de même que ça marche, là. Probablement que ça, ce serait de l'évasion fiscale. Ah, c'est pas la même chose, OK. C'est pas la même chose. Ça, c'est justement le commun des mortels là, qui, bon, on prend des risques, on fait ça par nous-mêmes, sans fiscaliste, on essaie d'éviter le fisc, puis à la fin de la journée, on se fait attraper parce que c'est illégal. Parce que l'évasion fiscale est illégale. L'évasion fiscale est illégale et l'évitement fiscal, lui, est légal. Malgré le fait qu'on contourne la loi, malgré le fait qu'on viole l'esprit de la loi, on reste quand même dans ces paramètres, à la frontière de la légalité, puis on peut continuer ces stratagèmes-là. Est-ce que ça existe depuis toujours, Colin, les paradis fiscaux, depuis le temps qu'on en parle? Ben oui, disons que c'est à partir de la montée de l'État-providence où la levée d'impôts a cru parce que tout d'un coup, on réalisait que le progrès de la société passait par le fait de se donner des services publics communs. Et c'était un levier de développement important. On pense par exemple à la Révolution tranquille. Donc, ça a nécessité une levée d'impôts, autant pour les particuliers que pour les entreprises. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, l'impôt est devenu un enjeu de profitabilité pour les entreprises. C'est-à-dire que quand une entreprise veut faire le plus de profit, elle diminue le plus possible ses coûts de production. Mm-hmm. Et l'impôt est à ce compte-là un coût de production comme un autre. On paye ses travailleurs, travailleuses, on paye ses matériaux et on paye aussi ses taxes. Alors, le but pour une entreprise, c'est de payer le moins possible ses travailleurs, payer le moins possible le coût des matériaux et aussi payer le moins possible d'impôts. Mais en théorie,
ça devrait pas être comme ça, parce que pour chacun de ces facteurs de production-là, ben, il y a des lois, les normes du travail, on peut diminuer le plus possible le salaire des travailleurs, travailleuses, mais parfois, il y a ce qu'on appelle un salaire minimum ou encore une convention collective qui nous empêche de le faire du côté de l'entreprise. Mais pour, par exemple, les impôts, les taxes, ben, en théorie, il y a le fisc qui dit, ben oui, bien sûr que tu ne voudrais pas payer d'impôts, mais tu dois le faire. Or, avec un concours de lobbyisme, de circonstances, et là, bon, dans le cadre de l'entrevue, ce serait Oui, compliqué d'en oui. faire l'histoire, mais les élites sont parvenues à leur fin et ont construit cette voie de contournement de leur péage. Et surtout, ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont réussi à le maintenir. Mhm. Parce qu'une fois qu'on a réalisé collectivement, à partir des années 80, que cette voie de contournement-là existait, ben, la normalité, ça aurait été de fermer la route. Non, vous retournez payer votre dû, comme tout le monde. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Puis même pire, ça l'a cru. Ça l'a augmenté. Euh, dans les dernières années, il y a eu toutes sortes de fuites d'informations. Les Panama Papers, les Paradise Papers. En fait, il ne se passe pas une année sans qu'il n'y ait pas un autre scandale qui nous révèle l'ampleur du phénomène. Mais malgré tout, il y a une référence, c'est l'Observatoire européen de la fiscalité. Ce sont des gens très sérieux. Gabriel Zucman, ses ouvrages sont vraiment bien. Gabriel Zucman il a calculé que dans les 15 dernières années, l'ampleur des pertes fiscales, donc c'est-à-dire les revenus dont se privent les autorités fiscales du monde entier, les pertes fiscales qui découlent de l'évitement fiscal, des paradis fiscaux, elles ont doublé dans le cas des entreprises. Donc, le phénomène s'est aggravé Mhm. malgré le fait qu'on en parle. Puis des fois, on a l'impression qu'on se dit, ah ben, tu sais, depuis le temps qu'on en parle, c'est un peu comme la crise écologique. Bon, les gaz à effet de serre, ça a bien dû diminuer, on a bien dû s'améliorer. Puis le bilan après bilan, on réalise que non, ben, c'est la même chose en fiscalité. Il y a une crise, mais par contre, il y a des gens qui ont de grands intérêts, puis c'est peut-être la raison pour laquelle ça parvient à se reconduire, c'est que si les paradis fiscaux se maintiennent, c'est parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ce soit maintenu, comme la crise écologique. Si les gaz à effet de serre continuent de s'accumuler dans l'atmosphère, là, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ce soit ça. Dans ce cas-ci, c'est les pétrolières, puis elles sont aussi les mêmes. Hein? Les pétrolières qui provoquent une crise écologique, c'est aussi celles qui ne paient pas leur impôt, qui nous permettraient de faire face à leur propre turpitude. Là. Bon, alors, oui. C'est des drôles de pays, les paradis fiscaux, hein, Colin? C'est toujours de micro-États, Andorre, les Bermudes. Tout ça. Ce sont de petits pays bancaires. On dirait quasiment qu'ils ont été créés exprès pour ça. Ben, c'est intéressant parce que c'était le cas, les Caraïbes, le Mhm. Canada, ça c'est Alain Deneau qui nous l'apprend dans son livre, quand il en fait l'histoire, réalise que c'est des banquiers canadiens, Ouais. parfois des anciens ministres, bon, qui ont participé à la construction de cette réglementation-là, bon, ben, de cette déréglementation-là, dans des petits pays insulaires, bon, qui étaient, bon, insignifiants là, sur le plan du PIB, sur le plan économique, mais Ouais. bref. Mais ce qui s'est passé, c'est ça qui est fascinant, c'est que les paradis fiscaux, avec le temps, il y a d'autres pays beaucoup plus sérieux, comme Ah le ouais. Luxembourg, qui fait partie de l'Union européenne, ou le Delaware, bon, qui est un État des États-Unis, qui y ont vu un commerce comme un autre. Parce que parfois, les États qui diminuent abusivement leur taux d'imposition, puis signent des traités de non-double imposition avec plein d'États, ben, elles vont parfois attirer, ben, elles vont attirer en fait beaucoup de capitaux. Puis dans le cas du Luxembourg, par exemple, il y a 0, infinimal, là, tu sais, un 0,1% qui est une taxe sur la richesse. Sauf que les milliers de milliards de dollars qui Mhm. se retrouvent au Luxembourg, même si on les impose de 0,1% pour le Luxembourg, ben à la fin, ça fait beaucoup Mhm. d'argent. Mhm. Il y a même, c'était une ministre libérale à l'époque là, du gouvernement Charest qui avait proposé que le Québec devienne le Delaware du Nord pour que, on imite les paradis fiscaux. Ça a été la Mhm. manière parfois en fait, la manière dominante pour les États de faire face aux paradis fiscaux, ça a été de les imiter. Ouais. Bon, le cas extrême, c'est le Delaware, c'est le Luxembourg, mais de manière générale, les pays comme le Canada, le taux d'imposition des entreprises a diminué d'environ 60 dans les 20-30 dernières années. 60 parce qu'ils se sont dit, ben, les quelques impôts qui nous restent, les quelques entreprises qui continuent de faire affaire ici,
disons, les convaincre de rester, on va diminuer leur taux d'imposition. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle la course fiscale vers le bas. Et juste cette course fiscale-là vers le bas, à l'échelle mondiale, le taux d'imposition des entreprises, depuis 1970, il a diminué de moitié, moins 50 %. Bien, ça, c'est un effet indirect des paradis fiscaux, mais qui est néanmoins causé par les paradis fiscaux. Et les chercheurs estiment que cette course fiscale vers le bas, donc il y a l'évitement fiscal de l'autre, et de l'autre, les États qui diminuent abusivement leurs impôts pour concurrencer les paradis fiscaux, chose qui est impossible, bien, cette course fiscale vers le bas génère 12 fois plus de pertes fiscales que les paradis fiscaux. Ouais, c'est Et que fou, quand on hein. se met à calculer, là, c'est grave. Puis on se ramasse avec des trous béants qui expliquent Ouais. bien des choses sur le plan de l'endettement des États, puis notre incapacité à, disons, Oui, puis la déliquescence des services publics dont on nous dit oui, toujours on n'a plus d'argent pour les financer, ben ça vient de là aussi. exactement, exactement. Puis là, bon, on a un Marc Carney qui se fait l'héros, bon, de Trump, dit notre bon banquier, il va nous négocier des... Ben, le bon banquier aussi, il va avoir ses biais sur le plan fiscal parce qu'il a baigné là-dedans. Et pour ces gens-là, c'est une chose qui est tout à fait normale, qui est tout à fait banale. Lorsque les journalistes l'ont interrogé là-dessus, on dit, ben, bon, une fois que si tu es premier ministre, là, en fait, il l'est déjà. Ben bon, s'il est réélu, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu vas faire par rapport aux paradis fiscaux? Il a répondu une réponse, ça, on peut pas lui reprocher son manque de franchise. Il a dit, je sais comment le monde fonctionne. Oui, mais c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a rien rajouté après. Ce Il qui a n'a fait rien très, ça a rajouté. fait très snob comme Ouais, ouais, explication. c'est arrogant, Pédant, puis exactement. méprisant pour les journalistes et pour les électeurs. Ouais. Exact. Puis ça, mais ça permet, d'un point de vue sociologique, bon, c'est une bonne donnée là, qui porte à... C'est parce que Marc Carney, là, qui va arriver peut-être à la tête de l'État, puis qui va absolument rien faire, puis qui va peut-être empirer la question des paradis fiscaux, ben, il va pas faire différemment que ses prédécesseurs, parce que quand on fait une analyse au gouvernement fédéral de ces espèces de portes tournantes-là, on réalise que Marc Carney est loin d'être l'exception. En fait, il est la règle. Il y a une liste de gens comme Paul Martin, Bill Morneau, qui Ouais. était bon, l'ancien ministre des Finances avant Mhm. Chrystia Freeland, qui ont toutes trempé à un moment ou à un autre de leur carrière dans les paradis fiscaux. Puis ça explique bien des choses parce que quand on comprend que cette voie de contournement existe, puis qu'on se dit, mais comment ça se fait que ça existe encore? Ben, il faut se tourner vers parfois le curriculum vitae de Mhm. nos élus. Ouais. Puis ça, c'est compliqué parce que là, ça demande aux électeurs et électrices de pas seulement se fier sur le programme politique des partis Mhm. pour décider de leur vote, mais aussi regarder leur curriculum vitae. Puis ça devient compliqué, mais pourtant, c'est presque, en fait, c'est nécessaire parce que ce sera le statu quo fiscal qui va préserver, qui va rester, qui va triompher tant ou aussi longtemps que ce seront bon, ces élites qui nous gouverneront. Dernière question, Colin. Qu'est-ce qu'un pays comme le Canada pourrait faire, justement, s'il y avait une réelle volonté de lutte contre les paradis fiscaux ici? Je veux dire, on fait quoi? Ouais. On contrôle la partie des revenus des entreprises canadiennes qui sont dans des paradis fiscaux, puis on les taxe là-dessus. Je veux dire, quelles seraient les solutions envisageables? Et est-ce que Ben, dans certains États, on a déjà adopté des solutions sérieuses pour lutter contre ça? oui, en fait, c'est souvent on prend l'image du coup de crayon. Ça prendrait quelques coups de crayon. Puis Ouais. les coups de crayon, ils sont décrits là, par les experts, les expertes qui les Ouais. crient à tue-tête depuis des décennies. Puis du côté des États, leur stratégie, c'est de toujours réduire ça à quelque chose d'éminemment complexe, Ouais. de technique, de juridique, puis ça demande un arrangement de multiples international, alors que c'est pas le cas du tout. Puis ça serait super simple. Puis les raisons qu'on invoque pour pas le faire, c'est bon, on dit que ça va provoquer une fuite de capitaux, Ouais. les entreprises viendront pas ici. Mais tu sais, on le voit par exemple avec, je sais pas moi, une entreprise comme... la raison pour laquelle les entreprises s'installent sur notre Mhm. territoire, là, quand on fait des études, là, on réalise que les questions de fiscalité arrivent bien après d'autres Mhm. considérations. Puis par exemple, une entreprise comme, on va prendre notre bonnet d'âne ce matin, là, Tim Horton ou Mhm. Couche-Tard. Mhm. Eux, là,
centaines de millions, des fois des milliards de dollars qu'ils envoient. On avait documenté ça au Luxembourg. Mhm, Bon, mhm. mais couche-tard, là, Tim Hortons, là, des fleurons s'ils en sont. S'ils veulent se délocaliser, là, partir, là, ben, ça va être dur d'aller au dépanneur en Chine, là, Ouais. au couche-tard. Là. Tu sais, puis même chose pour, on avait documenté aussi des entreprises de sable bitumineux, Cenovus Energy, anciennement connue sous le nom de Husky. Elle, là, déménager sa mine de sable bitumineux au Mhm, Luxembourg, elle le fait fictivement, là, parce qu'il se passe bien des affaires de son mhm. bord au Luxembourg. Or, il n'y a pas une trace de sable bitumineux là. Mais si elle veut délocaliser, ça ne marche pas. Mhm. Bref, les États, ils peuvent agir, puis la seule chose qui leur retiennent, c'est leur, Complaisance. exactement, la Ouais. complaisance. Puis le fait que dans le cas de Marc Carné, ils ont baigné là-dedans, puis ils voient ça comme quelque chose de tout à fait normal. Toujours très éclairant de parler avec toi, Colin Pratt, Colin qui est chercheur à l'IRIS, donc l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Merci beaucoup pour la jasette ce matin, Colin. Ben merci Philippe, Bye puis bye. bonne journée pluvieuse à Québec. Salut. C'est la même chose à Montréal. Bye bye.